Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur l'entretien du dimanche. Ce dimanche, mesdames et messieurs, nous avons décidé de parler de notre profession, le journalisme. Le président de la République, le président Patrice Talon, a voulu qu'il y ait des réformes dans ce sens. Il y a quelques mois, il l'a demandé d'ailleurs officiellement et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est chargée justement de faire ces propositions au chef de l'État. Dans ce cadre, s'est tenu il y a quelques jours à Abomey un séminaire où les acteurs des médias se sont retrouvés pour penser réellement la presse de demain. Qu'est-ce qui a été retenu? Qu'est-ce qui a été fait à Abomey? Nous allons en parler, comme nous parlerons justement de toutes les réformes de la presse béninoise. Le thème de notre entretien, c'est le séminaire d'Abomey et les réformes de la presse béninoise. Et pour en parler, mesdames et messieurs, nous avons décidé aujourd'hui d'inviter un journaliste très actif sur la question. Son nom, c'est Michel Aono. Il est journaliste, membre du bureau du patronat de la presse, président du comité de facilitation de la carte de presse. C'est avec lui que nous allons passer les 52 prochaines minutes à aborder justement ce thème. Michel Aono, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, chers confrères. Donc là, je profite pour saluer les auditeurs de Diaspora FM et les téléspectateurs de LNTV. Alors Michel Aono, quel est votre problème avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication? Pourquoi est-ce que vous tirez à boulet rouge sur les conseillers de cette institution, pour ne pas dire sur l'institution elle-même? Oh, merci. Bon, en fait, non, nous n'avons pas de problème avec la HAC. C'est pas le sentiment qu'on a. Non, nous n'avons pas de problème avec la HAC. Et nous n'avons pas de problème avec le conseiller à la HAC. Mais nous travaillons à ce que la HAC doit faire. En fait, ce que nous faisons, c'est pour accompagner la HAC à mieux accomplir sa mission. Parce que la HAC donne l'impression qu'elle triche avec sa mission. Ah bon, carrément? Oui. Et ça fait qu'en réalité, ce que les acteurs des médias doivent faire pour accompagner la HAC ne se fait pas. Et ça donne l'impression qu'on installe une hypocrisie institutionnelle pour faire ombrage à ce qui devrait changer les conditions de travail des professionnels des médias et les conditions d'existence des entreprises de presse. Oui. Donc nous, ce que nous faisons, c'est de supprimer l'hypocrisie institutionnelle pour mettre sur la place publique la réalité de ce qui se passe, afin que ça puisse aller dans les oreilles du chef de l'État et que ce qui doit être fait puisse être fait. Donc c'est ce que nous faisons. Donc ce n'est pas que nous sommes contre l'institution. Mais vous n'y allez pas de main morte, hein, vous y allez violemment. Nous ne sommes pas contre l'institution et nous ne sommes pas aussi contre un conseiller. C'est pourquoi quand vous voyez, quand vous lisez bien nos discours, quand vous lisez bien tout ce que nous disons, jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous a encore apporté la preuve du contraire, que tout ce que nous mettons, ce n'est pas vrai. Donc ce que nous disons, c'est que il faut que la HAC change de posture. Il faut que la HAC change de paradigme parce que c'est une institution qui est chargée de réguler les médias. Ouais. Mais dans la Constitution, avant de réguler, la Constitution lui donne pour mission première de protéger et de défendre la liberté de la presse. Donc, le président de la République, en s'adressant à la HAC, n'a commis aucune faute parce qu'il estime en tant qu'institution que l'institution qui a à charge la protection et la défense de la liberté de presse, et donc qui a à charge la régulation des médias, est l'institution la mieux indiquée pour conduire les réformes structurelles dans le secteur. Alors, je vous rappelle que déjà à l'entame du second quinquennat du président Patrice Talon, il a indiqué dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026 la relecture du Code de l'information et de la communication. Absolument. Je rappelle que cette loi de 2015, la 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication, c'est cette loi qui réglemente l'activité des médias au Bénin. Et cette loi comporte déjà des insuffisances. C'est parti avec des insuffisances, on a fait avec. Et aujourd'hui, face aux nouvelles réalités des médias, il y a des choses à revoir. D'accord, mais avant d'aller dans le fond de ce sujet... Dans ce sillage, nous en étions là lorsque, en janvier dernier, à l'occasion de la cérémonie officielle de présentation des vœux des présidents d'institutions au chef de l'État, le président de la République, dans un discours officiel, a demandé à la HAC donc, de consulter les acteurs. Je voudrais mettre l'accent sur cette portion du discours du président de la République. La consultation des acteurs. Le président de la République a dit de faire une consultation sérieuse. Sérieuse, l'adjectif sérieuse me paraît important ici, parce qu'il a dit de faire une consultation sérieuse avec les acteurs du secteur pour proposer des axes de réforme. Ce qui a été fait. Non, ça n'a pas été fait. C'est ce qui a été fait. Ça n'a pas été fait. Je vais vous démontrer comment ça s'est passé. Alors, quand le président de la République a parlé, ça nous a interpellés. Nous, qui sommes au niveau des associations,
et qui sommes à l'avant-garde de veiller à ce que les choses soient faites pour qu'on puisse sortir vraiment de la situation de précarité dans laquelle les professionnels des médias exercent le métier et dans les conditions dans lesquelles les entreprises de presse sont dans des difficultés aujourd'hui. Je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire que dans beaucoup de chaînes de télévision, il y a eu des cas de licenciement. Oui. Parce que l'entreprise ne pouvait plus tenir. Il y en a eu à Et quand vous allez faire vos enquêtes, allez à la CNSS, vous allez voir beaucoup d'entreprises de presse ont fait des débauchages. Oui. Or, l'objectif du gouvernement, c'est de conserver et promouvoir l'emploi. Et le secteur des médias aussi, c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. Mais en même temps, c'est une profession libérale, le journalisme. C'est transversal. On n'a pas besoin non plus de travailler forcément bien dans sûr, un organe de mais presse. il y a une bonne partie qui travaille dans les entreprises de presse. Donc, vous convenez avec moi alors que ce que le chef de l'État a demandé, c'est un travail sérieux. Alors, quand le chef de l'État a parlé, je crois, c'était le jeudi 12 janvier, le 25 janvier, la HAC, par décision, a installé une commission temporaire en son sein pour travailler et proposer les axes de réforme. Cette commission temporaire créée par décision le 25 janvier dernier a pour coordonnateur le premier rapporteur de la HAC, le conseiller Fernand Baguidi, et pour rapporteur le conseiller Franck Potier. Nous nous attendions à ce que l'institution puisse faire conformément à ce que le président de la République a demandé, c'est-à-dire engager une consultation avec les acteurs du secteur, qu'après la mise en place de cette commission, que l'institution consulte les organisations professionnelles de la presse au fin de voir quel est l'agenda et quel sera le mode de collaboration pour aboutir à l'objectif. Il n'y avait aucune obligation par rapport à ça. Oui. La HAC n'était pas obligée de consulter les associations. Bien sûr. La HAC peut décider d'aller directement vers les professionnels des médias, choisis selon des critères précis pour leur poser des questions. Ce n'est pas possible. Ah ouais? La preuve, Oui. c'est ce qui s'est fait et on a constaté qu'il y a un échec à la fin. Je vais vous expliquer. Allez-y. Alors, donc, en janvier, la commission a été installée par décision. Janvier est fini, février est fini, mars s'en allait finir. Lorsque nous nous sommes interrogés au niveau des fêtières, je suis membre du patronat, et à l'une de nos réunions, on s'est inquiété de ce que le président de la République a parlé, et que la HAC ne nous ait pas contactés. Ce que je dis, c'est vérifiable. Donc jusqu'à mars, la HAC n'a pas contacté les associations de la presse. Quelle est la réforme que la HAC veut faire opérer? Quelle proposition concrète la HAC veut faire au président de la République concernant la presse sans associer les acteurs de la presse? Je vous rappelle qu'à la HAC, en dehors des administratifs et des fonctionnaires, il y a 9 conseillers. Et sur les 9 conseillers, il y a 6 qui proviennent d'horizons différents. Ils ne sont pas des acteurs des médias, donc ils ne connaissent pas nos réalités. Et il y a seulement 3 qui sont nos représentants qui peuvent parler de nos réalités. Ce n'est pas suffisant selon vous, les 3? Les 3 sont bien représentatifs. Non seulement, bon, c'est représentatif. Ça fait le tiers. C'est pas suffisant, ça fait le tiers. Ça fait le tiers. Ça fait le tiers, mais on en était là quand, à cette surprise, les organisations fêtières ont décidé alors d'écrire à la HAC. D'accord. Pour dire, mais par rapport à ce que le président de la République a dit, qu'on s'attendait à ce qu'il nous appelle, mais comme il n'appelle pas, nous on fait la démarche maintenant, on leur écrit pour dire que bon, nous on s'est concerté, on a déjà ébauché quelques pistes. Là, vous avez répondu? Et la HAC a répondu. Et c'est de là qu'en avril, les responsables des fêtières, les présidents du CNPA et de l'UPMB, accompagnés de quelques membres du bureau, sont allés rencontrer les conseillers de la HAC. Et en partant, ils sont partis avec un document que nous avions arrêté, que nous avons appelé document de position des associations professionnelles sur les réformes. J'ai participé à la rédaction de ce document, où on a émis des points qui nous paraissaient très importants qu'il faut aborder. La HAC a reçu le document, et à la sortie, la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin dit qu'ils ont dit qu'ils vont nous revenir. Pour qu'ils retrouvent maintenant les gens, c'est à Abomey. De avril à septembre, la HAC n'a plus reçu les associations. D'accord. Alors. Mais entre-temps, M. Aono, il y a un document qui est parti en direction des professionnels des médias pour leur poser un certain nombre de questions sur leur compréhension de la réforme. Ce document qui a été distribué, j'ai dit tantôt que la HAC ne peut pas opérer comme ça parce que ça va donner un résultat biaisé. Pourquoi vous dites ça? La belle preuve. Oui, allez-y. Dans le rapport que la HAC même a arrêté au terme de l'atelier d'Abomey,
le conseiller Ferdinand Gbagidi, coordonnateur de la commission temporaire installée par décision en janvier, il dit que, avant de formuler les recommandations, le communicateur Ferdinand Gbagidi a évoqué les difficultés d'ordre matériel, logistique et financier rencontrées lors des travaux de la commission temporaire. On peut noter, en l'occurrence, les difficultés dans la diffusion des questionnaires, le retard dans la collecte des questionnaires renseignés, le faible taux de réponse aux questionnaires. Seulement un tiers des personnes ciblées ont fait de retour à la HAC. Ça pose déjà le problème. Donc ça veut dire que sur la base du tiers, alors, on ne peut pas faire des conclusions, c'est ça? Non. Même en matière scientifique, avec ce que nous sommes dans la presse, c'est seulement un tiers qui ont pu faire des retours à la HAC. C'est la faute Encore que dans le rapport, la HAC n'a pas mentionné combien de gens ont été ciblés. Mais est-ce que c'est la faute de la HAC? Parce que quand on parle des médias, ce n'est pas seulement les journalistes, c'est aussi les corps assimilés. C'est les cadreurs, c'est les réalisateurs, c'est l'ensemble des techniciens audiovisuels, cadreurs, réalisateurs et tout ça. Alors, est-ce que attendez, je viens. Lorsque le rapport précise ça, ça veut dire qu'il y a déjà un aveu d'échec. Mais c'est les professionnels qui n'ont pas réagi promptement à la demande de la... Ce qu'il fallait faire, c'est quoi? Vous avez l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, qui est la fêtière des professionnels des médias, toutes catégories confondues, qui dispose de coordination départementale dans tout le pays. Vous avez le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA Bénin, qui dispose aussi des bureaux régionaux, des correspondants régionaux dans tout le pays. Vous avez la FERCAB qui réunit les radios communautaires, plus de 40 radios communautaires. Mais, s'il vous plaît, comment ces dispositifs peuvent exister et la HAC choisit d'appeler individuellement chaque journaliste ou d'appeler des organes pour aller leur remettre des fiches? La conséquence, c'est que nous disons que la HAC aurait mieux fait d'accepter de collaborer en associant les fêtières pour que ce soit les fêtières qui reçoivent ces fiches-là et appellent chaque patron pour dire, au sein de votre unité de production, faites-nous renseigner les fiches avec vos collaborateurs et convoyez-les vers le patronat. Est-ce que vous étiez au courant quand même que la HAC a procédé comme ça? Vous le saviez? Nous avons été au courant simplement parce que nous avons appris simplement qu'il y a des fiches qui circulaient. Et quelle a été votre réaction quand vous avez appris qu'il y a eu des fiches qui circulaient? On ne voulait pas réagir pour qu'on dise qu'on veut perturber le travail. Donc vous avez laissé faire. Donc, on s'est tué, on a laissé. Et c'est le résultat que ça donne. Donc, ce qui veut dire qu'à l'arrivée, la HAC même avoue que c'est seulement un tiers des personnes renseignées. Ce n'est même pas un tiers de tout. Les personnes ciblées, c'est un tiers qui répond. S'il vous plaît, même en matière scientifique, si l'échantillonnage pose problème, c'est que la démarche est biaisée et donc le résultat ne peut pas être un résultat sérieux. Donc on aurait dû s'arrêter à ce niveau, là maintenant, déjà, même avec ce constat, on doit comprendre que c'est un échec et arrêter tout. Ça veut dire que la HAC est mal partie. Or, si la HAC avait associé les fêtières, l'UPMB peut utiliser ses correspondants régionaux pour faire renseigner correctement les fiches. Il suffit de contacter les rédacteurs en chef au niveau des chaînes de télévision, des radios et des journaux et même les médias en ligne parce que dans ce réseau, les gens se connaissent mieux qu'un conseiller de la HAC qui peut ne pas être du milieu. Professeur, je vous rappelle qu'actuellement, sur 3 conseillers, nous avons seulement 2 représentants parce qu'il y a Mme Aoumenou qui a été élue députée et qui est partie. Qui n'a pas été remplacée jusque-là. Qui n'a pas été remplacée jusque-là, on va venir sur tout ça. Voilà les problèmes. Donc, là maintenant, les propositions que les fêtiers sont allés déposer à la HAC, on s'attendait à ce que, lors d'une consultation, qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce que la HAC propose, quel est le juste milieu, et ensemble, qu'est-ce que les acteurs, parce que le président de la République a dit de consulter sérieusement les acteurs. Ça veut dire que le président de la République a envie d'écouter les acteurs. Parce qu'en tant que chef d'État, il avait le pouvoir de commettre un cabinet ou de mettre en place un groupe de consultants pour lui faire un travail, lui déposer un rapport. On n'a pas besoin de savoir. Il pouvait faire ça comme ça. Mais si, malgré qu'il ait ce pouvoir, s'il ne l'a pas fait comme ça, ça veut dire qu'il avait envie d'écouter le son de cloche des acteurs pour voir où sont vraiment les problèmes et trouver une solution pour de bon. Dans ce sens, nous, on ne peut pas croiser les bras. C'est pourquoi nous avons fait cette démarche. Donc, nous avons constaté déjà que la HAC ne voulait pas collaborer. Je ne sais pas si des gens ont collaboré dans l'informel. Ça, c'est peut-être un autre problème. Mais je dis que la relation de la HAC avec les fêtiers ne peut pas être une relation informelle. Ça doit être une relation formelle. Genre, la HAC écrit aux fêtiers pour dire, envoie-nous un représentant ou 2 représentants dans la commission temporaire pour que dans la commission déjà, parce que c'est la commission, pas à un séminaire, j'ai déjà dit, à un séminaire, le temps est limité. Il y a un modérateur, il y a des communications. On ne dit rien de sérieux dans un séminaire. C'est dans la commission technique que les vrais débats devraient se poser pour qu'il y ait des acteurs des médias
qui éclaircissent les conseils sur un certain nombre de choses. Peut-être que c'est l'étape qui va suivre, sait-on jamais, après le séminaire d'Abomey. Non, ça ne peut pas venir. Ça ne peut pas venir. Sur les conclusions du séminaire d'Abomey peuvent faire l'objet aussi de. Non, ça ne peut pas venir a posteriori. Ça devrait être a priori. D'accord. Parce que là maintenant, le séminaire d'Abomey, il y a une confusion dans les discours des officiels. On a mis dans les documents officiels séminaire de validation du projet de rapport. S'il vous plaît. Donc, vous savez que le rapport a été déjà rédigé. J'ai pris part aussi à des séminaires au Bénin et à l'étranger. J'en ai organisé. Quand on dit validation, ça veut dire qu'on part sur la base d'un projet de document et on en sort avec un document validé. Mais est-ce que ça a été validé? Ceux qui sont allés à Abomey sont partis sans aucun document de soutien. Je le dis, aucun document n'existe. Et ils en sont sortis avec 0 document validé. Donc, en fait, rien n'a été validé. Rien n'a été validé. Le problème est encore entier. Nous, notre réaction après Abomey, notre réaction, c'est de montrer à l'opinion et pour que le chef de l'État comprenne qu'aucun document n'est validé à ce jour sur les projets de réforme qu'il a demandé et que nous venons de gaspiller 10 mois à ne pas pouvoir toucher réellement quelles sont les propositions de solutions qu'on veut soumettre au chef. Parce que ce que le chef de l'État veut, le chef de l'État même connaît déjà un peu nos problèmes. Nous-mêmes, on connaît nos problèmes. Et nous-mêmes, nous connaissons. Donc, les conseillers de la HAC ne peuvent pas connaître au mieux les problèmes des gens, mieux que les gens eux-mêmes. Or, la cible de la réforme, ce sont les acteurs. Et les acteurs sont dans les associations. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça ne coûte rien. J'ai même dit que nous ne leur demandons pas de nous donner de l'argent. Mais nous voulons même faire du bénévolat en leur montrant ce qui est important et qu'il faut toucher. Mais quand la HAC a observé cette démarche solitaire, le séminaire d'Abomey s'est passé comme si la HAC est venue chercher la caution morale des associations et de quelques acteurs. Comment vous savez ça? Vous n'étiez pas au séminaire d'Abomey, M. Aounon, mais comment vous pouvez affirmer tout de go que la HAC est venue chercher une caution? Oui, c'est une caution morale. Mais comment? C'est une caution morale. Après, on a certaines années qu'on a invité à ce séminaire. On a invité les représentants des associations qui sont allés. Mais les représentants d'associations n'ont pas fait de communication. Les représentants d'associations, on leur a donné la parole pour appuyer les communications de conseillers. Pour appuyer? Est-ce que ça a été la consigne qui a été donnée? Je ne sais pas. Si eux-mêmes ils appuient, ça veut dire qu'ils ne sont pas allés là-bas pour faire un débat. Soyons objectifs. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais ce que moi je constate, c'est que dans les communications, la belle preuve, dans les communications qui ont été passées, vous allez voir des communications dans lesquelles vous avez beaucoup de choses qui ne répondent plus aux normes. Vous allez voir, par exemple, il y a une communication qu'on a confiée au conseiller Marcelin Aronoukou, l'ancien député qui a rejoint l'équipe de la HAC récemment, qui a parlé des entreprises de presse et qui parle encore de l'aide de l'État à la presse privée. Ce qui n'existe plus. Ce qui n'existe plus depuis 2015. Parce qu'aux États généraux, les deuxièmes États généraux de 2014 que nous avons tenus à la tour administrative de Cotonou, nous avions dit qu'il faut mettre en place le fonds d'appui au développement des médias. Et ça a été inscrit dans la loi de 2015, un an plus tard. Nous avons tenu les États généraux, les deuxièmes, je crois, en février 2014. Et un an plus tard, en mars 2015, on a adopté le Code de l'information et de la communication. Et dans le Code de l'information et de la communication, on a parlé du fonds. Mais comment se fait-il? De 2015 à 2018, en novembre 2018, la HAC même a pris une décision pour mettre en place le comité de gestion du fonds. Parce qu'à l'époque, les associations fêtières avaient déjà désigné leurs représentants dans le comité. Le CNPA Bénin, un représentant, l'UPMB, un représentant, le gouvernement a même désigné son représentant, la personne de notre doyen Marcel Tchobor, qui était au ministère de la Communication d'alors. Parce que ça s'est fait avant que le président de la République ne supprime le ministère de la Communication. Et après, c'est revenu encore numérique, et après, revenu encore numérique à la communication. Voilà. Ça circule en deux ministères. Donc, et la HAC aussi a désigné ses représentants. Et par décision de novembre 2018, la HAC a installé le FADEM. Donc, les administratifs étaient censés dire au nouveau conseiller que l'aide de l'État n'existe plus. Donc, vous allez constater que c'est des documents qui n'ont pas été actualisés parce que un conseiller de la même institution qui a déjà pris une décision en 2018, un conseiller de cette institution ne peut plus faire une communication aujourd'hui par l'aide de l'État. C'est un rétropédalage que les acteurs ne comprennent pas. Mais bon, c'est pas dans la Est-ce qu'on est en train de ne pas vouloir faire le fonds ou bien on veut retenir à l'aide de l'État? Ça crée de l'embrouillamini. On ne peut plus retourner puisque de toutes les façons ça a été on ne peut plus retourner à ça, c'est violer la loi. Exactement. Parce qu'il faut faire ce que la loi a prévu, à moins qu'on ne révise la loi. Donc, et pour réviser une loi, il y a une procédure. Voilà. Alors, vous allez constater ça,
Et vous constatez qu'il y a une communication qui a été présentée par la conseillère Domingo, Madame Domingo, qui porte sur la carrière des journalistes et plein de trucs. Mais je n'ai pas noté, par exemple, que sur cet aspect, on ait parlé, par exemple, de la carte de presse. Or, la loi a institué la carte de presse. Et la loi a déjà prévu, avec d'autres règlements, décrets et tout, les avantages liés à la carte de presse. Et si ça là était déjà mis en œuvre, on aurait réglé déjà beaucoup de problèmes d'ordre. Mais la question de la carte de presse est en train d'être réglée déjà, M. Awono, puisque... Attendez. Ouais. Avec ça, on aurait réglé déjà beaucoup de problèmes d'ordre social. Parce que quand vous prenez par exemple la décision de la RAC, la décision de 2013 portant réglementation de la carte de presse au chapitre 7, c'est prévu déjà les avantages de la carte de presse. Et on a dit que le journaliste qui est détenteur de sa carte de presse, il a droit à la prise en charge sanitaire dans les structures publiques de l'État à hauteur de 75%. Et en cas de nécessité d'une évacuation sanitaire. Mais ça n'a jamais été mis en œuvre depuis 2013. Nous avons des confrères qui sont morts dans des conditions bizarres, qui n'ont pas été pris en charge. Ils avaient la carte de presse? Ils avaient la carte de presse. Je sais de quoi je parle. Ils avaient la carte de presse. Est-ce que le décret d'application de cette loi avait été déjà pris? Le décret existe. Il y a un décret de 2013, signé par le président de la République, avec tous les ministres concernés, les ministres du secteur. Mais vous savez qu'après, sur la question de l'évacuation sanitaire... Ça fait partie des choses que nous, on était en train de faire au niveau du comité de vous savez très bien que sur la question des évacuations sanitaires, il y a eu d'autres réformes dans le secteur qui amènent aujourd'hui à clarifier les choses. Parce que l'évacuation sanitaire, c'est quand le pire est là. Bon, ok, d'accord. Mais déjà, pour de simples prises en charge, les professeurs des médias qui sont étonnés n'ont pas accès. Donc, on attire l'attention juste sur ça, mais ça nous surprend qu'on veuille faire des réformes et que la RAC fasse des propositions de réforme sans parler de ça. Après ça, vous avez le conseiller Ali Kamarou, qui a fait une communication sur les entreprises et qui parle de régionalisation des entreprises de presse. Alors qu'on sait que les médias audiovisuels, les radios et les télévisions, c'est une affaire de fréquence. Et que c'est la RAC qui donne les fréquences. Qui attribue les fréquences, oui. Donc, ce n'est pas une question sérieuse parce que c'est la RAC qui attribue les fréquences. Et la RAC attribue les fréquences en fonction de leur disponibilité. La preuve, tous ceux qui font les demandes de fréquences n'ont pas de fréquence. Et il y a même des zones dans lesquelles la RAC même indique que ce n'est pas possible qu'un média s'installe. Ouais. Pour ne pas entraîner des trucs. Alors, maintenant, on a le numérique. Alors, quand vous laissez les médias de vidéo, que vous prenez les journaux. Oui. Dans tous les pays, les journaux sont toujours dans les grandes villes. Parce que le journal est écrit en français. Donc, accessible seulement à une catégorie de citoyens. À ceux qui sont... Par contre, quand vous prenez une radio et une télévision, il y a des émissions qu'on peut réaliser dans des langues locales. Ça veut dire qu'une télé, une radio peut avoir sa cible, quel que soit son milieu d'implantation. Ouais. Donc, dire que les journaux sont concentrés à Cotonou, c'est quelque chose de normal. Porte-Novo, dans une certaine mesure, et un peu à Parakou, c'est normal. Ouais. Parce que c'est dans les grandes villes qu'on a des gens qui peuvent avoir accès au français. Quand on veut mettre un journal dans une région comme Bembereke, Bokombe ou Perere, les populations actives de ces zones-là ne sont pas des gens qui ont besoin de lire un journal. C'est des éleveurs, c'est des agriculteurs et c'est des commerçants. Qu'est-ce que vous voulez dire par là concrètement? Alors, en réfléchissant comme ça et en diffusant des choses comme ça, c'est qu'on est en train de vouloir, si ce qu'on est en train de dire là, si c'est ça, on remet au chef de l'État, c'est qu'on est en train de confondre les choses et amener le président de la République à prendre des décisions qui ne vont pas correspondre avec la réalité du terrain. C'est à cause de ça que nous qui sommes sur le terrain sommes en train d'attirer l'attention. Alors, pour faire court, il y a une autre communication où ils ont parlé de groupe de presse. Mais quand vous lisez, c'est à quoi qu'on est en train de dire que les médias sont nombreux et qu'il faut les mettre ensemble. Ouais. Mais nous sommes dans le domaine des libertés. Mais ça peut être aussi une solution, une très bonne solution. Non, c'est possible. C'est une solution. Oui. Mais pour le faire, il faut proposer à l'État de créer des mesures incitatives au regroupement. Mais on ne peut pas décréter. Parce que, par exemple... Est-ce que ça a été décrété? Qu'est-ce qu'on appelle... Attendez, qu'est-ce qu'on appelle groupe de presse? Ben, est-ce que ça a été... chez vous, c'est groupe de presse parce que vous avez plusieurs médias de catégories différentes. Oui. C'est ça qu'on appelle groupe de presse. Mais quand plusieurs journaux se mettent ensemble, c'est qu'il y a fusion. Et il en sort un seul journal. Ouais. Ce n'est pas un groupe de presse. C'est un organe de presse. Oui, absolument. Par contre, quand vous avez dans la même unité de production une radio, une télé, un journal ou un autre média en ligne sur des plateformes et autres là,
vous formez maintenant un groupe de presse. C'est Je suis ça, un d'accord groupe de avec presse. vous. Ouais. Donc, ce que nous voyons là, ce n'est pas du tout. Ça dit que c'est à cause de ça que je dis, il faut écouter les acteurs. Après, il y a plusieurs communications. Ils ont diffusé des communications. Mais nous avons constaté qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été actualisées. D'accord, allez-y. Première chose. Dites-nous exactement. D'abord, même. On a fait des communications sur des piliers, ils ont arrêté ce qu'ils ont appelé. J'ai quand même une curiosité. Vous avez trouvé le rapport où? Vous n'étiez pas aboumé, vous n'avez pas participé aux discussions, mais vous avez le rapport de l'atelier. Comment vous faites? C'est du charlatanisme que vous faites ou... Non. On est journaliste. D'accord, donc il n'y a pas de problème. Parce que nous étions en train de faire le débat et quelqu'un a dit que nous, on n'est pas aboumés, pourquoi on parle d'aboumés? J'ai dit, on n'a pas besoin d'être physiquement aboumé avant de parler d'aboumé. Je vais vous donner un exemple. En 1990, vous allez revenir tout à l'heure sur votre développement. En 1990, à la conférence nationale, il y avait 500 délégués. Oui. J'étais encore petit. Mais pour les documents que j'ai lus et l'histoire que j'ai apprise, il y avait 500 délégués. Mais il n'y avait pas, la population béninoise, ce n'était pas 500 personnes. Ou bien. Oui. Mais est-ce qu'on a interdit à l'autre partie de la population de se prononcer sur la conférence nationale? Non. Est-ce qu'on a dit que c'est seulement les délégués à la conférence nationale qui ont droit à la parole? On n'a pas dit ça. Et toute la population était restée connectée au poste radio pour suivre en direct sur le RTB ce qui se passait à la conférence nationale. Et aujourd'hui, beaucoup de ceux qui n'ont pas pris part à la conférence nationale parlent de la conférence nationale parce qu'on a restitué l'histoire aux générations. D'accord. Donc, dire qu'il faut être aboumé avant de parler d'aboumé, je vais dire que tout le monde ne peut pas être dans un séminaire. Mais parce qu'on n'est pas dans le séminaire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir les informations du séminaire. Donc, vous avez... Donc, nous avons les informations du séminaire et nous avons tout. Et je mets au défi celui qui va dire que ce que nous avons dit là n'est pas vrai. Donc, quand on a passé les communications, on revient l'atelier a été meublé rien que de communication. Or, on a appelé ça atelier de validation du projet de réforme. Alors, nous avons été tous à l'école à des degrés différents. Quand vous dites validation d'un projet de réforme, ça veut dire qu'à l'ouverture de l'atelier, il y a un projet de réforme qui existe déjà. Ouais. Et pour ce qui concerne l'organisation de toute activité de cette nature, on soumet déjà un document de base qui sert de matière première aux participants. Ouais. Mais je mets au défi celui qui va dire qu'il a reçu un projet de réforme. Je dis même que dans certaines circonstances, c'est des documents qu'on envoie aux participants 48 heures ou 24 heures à l'avance pour qu'ils consultent déjà et que chacun sache déjà quelles sont les propositions qu'il veut apporter, ce qu'il entend rectifier donc pour vous, avant d'arriver. Alors donc, quand on a appelé ça validation de projet, aucun projet n'existait à part les communications. Il n'y a que des communications. Il n'y a pas de projet. Ce qui veut dire que la commission temporaire de la HAC a travaillé pendant 10 mois à élaborer seulement des communications, à diffuser dans un séminaire. Peut-être sur la base des informations recueillies. Non, ça pose un problème. Sur la base des informations recueillies par le questionnaire. Lequel ça pose? Nous ne voulons pas qu'on joue avec les mots pour trahir la pensée des réformes. Alors, quand on dit séminaire de validation du projet de réforme, ça veut dire que le projet de réforme existe déjà et on s'en va pour valider. Oui. Jusque-là, on est d'accord. Mais là, on n'a pas validé le discours du vice-président de la HAC, le conseiller Armand Moussou. Dans son discours, lui, il a parlé de séminaire de réflexion. J'ai son discours. Je n'ai pas besoin d'aller à Abomey avant d'avoir le discours. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Et une partie des discours des officiels est rapportée dans le rapport. Donc, ça veut dire que sur même la sémantique... ça pose un problème. Déjà, oui, à ce niveau-là, ça pose déjà un problème. Parce que, officiellement, sur la bâche, on a mis validation de projet de rapport. Mais... ici, on parle de séminaire de validation, d'accord, mais le vice-président parle de réflexion. Mais j'ai fini par comprendre que c'est le discours du vice-président, Armand Moussou, qui est le vrai discours. C'était une réflexion. C'était juste une réflexion. D'accord. Et non une validation. Ok, mais donc il n'y a pas de problème. Donc, non, ça pose un problème. Quel problème ça pose encore? Institutionnellement, on a mis validation de projet de rapport. Oui, mais c'est que des mots, Michel Aoun. Les mots sont puisqu'il n'y a pas eu de validation. En fait, nous partons sur le constat. C'est dangereux. Vous savez pourquoi c'est dangereux? Nous partons sur le constat qu'il n'y a pas eu de validation de projet. Ok? Donc le problème ne se pose plus à ce moment. Puisqu'il n'y a pas eu de validation. Il y a un problème. Oui. Le problème, je vais vous dire. Lequel? Le séminaire ayant été prévu pour durer du 3 au 5 octobre, ça veut dire que ça fait les 3, 4 et 5. Donc, certains participants qui ont quitté d'autres localités étaient attendus déjà le 2. Les acteurs des médias invités
et les représentants des associations de la presse qui ont été invités sur 2 jours. Donc, on les a tous convoyés sur Cotonou le mercredi. Pas le problème. Et maintenant, les administratifs, les cadres et les conseillers de la HAC, seuls, élaborent maintenant un rapport dont les participants n'ont plus connaissance. Où est le problème? Ça pose un problème. Où est le problème? Parce que même de façon structurelle, Oui. quand on dit séminaire, atelier ou n'importe quelle rencontre de ce genre, à la fin, le rapport, on lit devant tous les participants. Pourquoi c'est important de le faire? Ça se fait comme ça et c'est ça qui relève des normes. Parce que j'en prends pas aussi. Je ne sais pas, apprendre de séminaire, je sais comment ça fonctionne. Pourquoi on le fait comme ça? C'est pour que chaque participant, à la fin, puisse constater que ce que les uns et les autres ont dit en atelier est bien restitué par le rapport général. Fidèlement. Fidèlement. Fidèlement, oui. Et vous allez constater que même que pour certains séminaires, à la fin, le rapport général suscite encore beaucoup plus d'attention. Oui, mais est-ce que les participants se sont exprimés? Puisque vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, qu'en réalité, Les on a fait participants des ne peuvent pas communications. s'exprimer parce qu'on a prévu 2 jours pour eux, donc ils sont tous rentrés. Mais voilà, donc il n'y a pas de rapport qui Donc, tienne compte de ce que les participants auraient dit, puisqu'ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Puisqu'ils n'ont rien Non, on n'a pas présenté le rapport devant eux Oui. pour qu'ils aient quelque chose à dire. C'est ce que je suis en train de dire. Le rapport doit C'est tenir ça. compte de ce qu'ils ont Le rapport a dit. été adopté, la HAC a élaboré le rapport le Oui, jeudi 5. d'accord, mais le rapport doit tenir compte de ce qu'ils ont dit. De ce qu'ils ont dit dans voilà. les différents ateliers. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Que ça a été restitué. Parce Qu'est-ce qu'ils ont qu'il y a dit? quelqu'un qui m'a dit que dans leur atelier là, ce qu'ils ont dit là, ils ont adopté ça en atelier. Je dis non, vous avez adopté un atelier, mais il y a plusieurs ateliers. D'accord. Donc ce qui a été arrêté dans chaque atelier, les présidents de chaque atelier et les rapporteurs viennent à la plénière pour restituer et on fait encore l'arbitrage et les gens s'expriment encore D'accord. avant qu'on adopte. Alors, Mais ce qui n'a pas été fait. D'accord. Le problème que ça pose, Oui. c'est que ce que les administratifs de la HAC ont arrêté, c'est que les acteurs qui ont pris part ne savent pas. Or, on veut savoir qu'est-ce que les acteurs même pensent de ce qu'on veut faire et quels sont les points qui leur paraissent prioritaires. D'accord. Maintenant, quand vous prenez le rapport, Oui. vous ne voyez pas de façon concrète quelles sont les propositions d'ordre technique qu'on est en train de demander. Parce que ce que le chef de l'État demande quand vous lisez son discours, Oui. vous sentez qu'il a envie qu'on lui dise de poser des actes. Parce qu'il connaît aussi un peu déjà les problèmes. Et nous aussi, nous connaissons les problèmes. Mais la HAC ne connaît pas les problèmes mieux que nous. Je le dis parce que à la HAC aujourd'hui, nous avons seulement 2 représentants. Oui, mais Est-ce que vous comprenez? les deux peuvent dire clairement Les autres qu'elles ont- sont issus de milieux politiques, ils ne connaissent pas trop. Mais Michel Aonon, ce que vous semblez peut-être ne pas reconnaître, c'est qu'en fait, tout le monde connaît les problèmes de la presse. En réalité, monde connaît. on n'a pas besoin forcément d'être de la profession pour connaître les problèmes des médias. Il y a des spécificités. Tout le monde connaît. Il y a des spécificités. Mais les 2 ou 3 qui nous représentent à la HAC sont suffisamment informés pour dire aux autres quels sont nos problèmes. Donc, Mais en réalité... vous prenez par exemple le conseiller Franck Poitierin. Oui. Si vous Alors, allez à la HAC aujourd'hui, oui. et que vous prenez chaque conseiller, s'il y a un conseiller qui connaît mieux le milieu de la presse et qui peut parler, ça doit être le conseiller Poitierin. Mais c'est suffisant. Naturellement. Mais c'est Mais le suffisant. conseiller Poitierin n'a pas fait de communication, par exemple. Oui, mais est-ce qu'il a besoin d'en faire? Donc, non, nous, on ne sait pas, mais c'est juste que ça nous a surpris. D'accord. Alors, lorsque ça s'est fait comme ça, la HAC a énuméré les difficultés. Et je vous ai dit que par rapport à l'échantillonnage, que ça pose un problème. Oui, bien sûr. Et la HAC a rencontré cette difficulté parce qu'elle a décidé de travailler seule. Or, le chef de l'État a dit de faire des consultations sérieuses avec les acteurs. Mais on n'a plus Les beaucoup de temps. consultations sérieuses avec les acteurs, ce n'est pas les inviter à la fin dans un atelier, non. Mais est-ce que vous savez si le chef de l'État a donné un délai à la HAC pour faire le travail ou pas? Un délai. Oui. Mais on vient de passer 10 mois déjà. Hein. Oui, mais peut-être que c'est pour ça que la HAC aussi va vite. Non, Ne la perd HAC pas ne le va pas temps. vite. Si la HAC voulait aller vite, ce n'est pas 10 mois qu'on va prendre pour présenter des communications. Les acteurs veulent que, à ce séminaire qu'on a appelé séminaire de validation, qu'on sorte un truc schématique. Enfin, un projet carrément clair, des Schématique pour problèmes, dire, des réformes et tout par ça. rapport à tel problème, D'accord. voici la solution qui est proposée au chef de l'État. Et dans cette solution, le président de la République va instruire tel ministère, au fin de prendre tel acte, pour aboutir à tel résultat. Et voici les effets induits. C'est un travail technique. Mais c'est pas tard pour faire ce travail. Attendez, c'est un travail technique. Et ce travail ne peut pas se faire dans un séminaire. Dans un séminaire, les temps de parole sont limités. Il n'y a rien de façon technique qu'on fait dans un séminaire. Je sais ce que je vous dis. Bon, c'est ok. pourquoi, avant d'aller dans un séminaire, on construit toujours des groupes de travail qui Ok. font d'abord quelque chose de préalable. Le séminaire, Mais au séminaire, Oui. il n'y a pas un document technique comme ça. d'accord, le séminaire a été fait.
Maintenant, le séminaire a été fait. Nous, notre action aujourd'hui vise à montrer qu'on n'a rien validé concernant les réformes. Pour que personne n'aille mentir au président de la République pour dire qu'on a arrêté des choses. Parce que quand ça se passe comme ça, c'est quoi? C'est qu'on peut arrêter des choses après auxquelles les acteurs n'ont aucune connaissance. Et qu'on peut prendre ça au chef d'État pour dire ça, c'est un procès d'intention. Non, ce n'est pas un procès d'intention. Vous faites un procès d'intention. Oui. Non, ce n'est pas un procès d'intention. La belle preuve. Le rapport a été élaboré en l'absence des acteurs qui ont pris part au séminaire. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Nous sommes à la télévision. Je mets au défi celui qui va dire le contraire. Le rapport a été élaboré le jeudi 5. Les acteurs sont rentrés le mercredi, eux tous. Parce que nous avons appelé les gens. Oui. On ne peut pas nous empêcher quand même de travailler sur une matière qui nous concerne. Donc, moi, j'ai appelé des gens pour vérifier. Tout le monde est rentré. Pourquoi on fait rentrer les acteurs et arrêter le rapport le lendemain? Et après même d'avoir fait ça, qu'on ne leur ait même pas signifié le rapport. Aucun d'eux n'a eu le rapport jusqu'au lundi dernier. Ça pose un problème. Ouais, parce que quand on fait des séminaires d'urgence, ce n'est pas pour rien que l'administration se déplace avec imprimante, photocopieuse et tout ça. Et à défaut même de faire des copies, on peut envoyer des fichiers PDF aux gens. Il n'y a rien de secret dans un rapport d'un séminaire. Je vous dis. Oui. Ce n'est pas un rapport d'enquête. Alors, attendez, ce n'est pas un rapport d'enquête. Un rapport de séminaire qui porte sur des réformes, il n'y a rien à cacher dedans. Okay, donc, c'est des choses, à la fin, il faut convoquer les représentants des acteurs pour dire, voici ce que nous sommes en train d'arrêter. D'accord, monsieur Michel Awono. Les gens vont voir ce qui sera fait par rapport aux entreprises de presse et par rapport aux professionnels des médias. Voilà, justement, parlons-en. Je souhaite même qu'on puisse en parler, puisque vous dites que le séminaire n'a pas fait avancer les choses. Pour vous, en tant que professionnel des médias, et surtout membre du bureau de patronat de la presse, quels sont les leviers sur lesquels on doit travailler pour avoir des réformes constructives dans le secteur de la presse aujourd'hui? Quels sont les problèmes réels sur lesquels la HAC peut aller très vite en proposant des choses au chef de l'État? Merci. Quand vous prenez, je vais partir des entreprises et je vais descendre sur les professionnels des médias. Exactement, parce que les choses sont liées. Quand l'entreprise se porte mal, on ne peut pas avoir de meilleures conditions pour les employés. Ça, c'est normal. On a vu des chaînes de télévision du fait des licenciements. Ça, personne n'en a parlé. Si c'était licenciement dans d'autres entreprises, la presse s'en aurait saisi pour faire des trucs. Donc voilà. Et les entreprises, il y a des problèmes qu'on a déjà tenté de régler depuis. Par exemple, la HAC même a déjà pris une décision depuis 2018 pour mettre en place le fonds d'appui au développement des médias. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est de montrer au président de la République les structures qui doivent recevoir des instructions de la part du gouvernement au fait d'actionner ce qu'il faut faire. Donc, il faut montrer au président de la République que pour opérationnaliser le fonds d'aide d'appui au développement des médias, il faut que le gouvernement mette des ressources à disposition, un peu comme le gouvernement met des ressources à disposition des médias du service public qui reçoivent des subventions. Or, les médias, que ce soit public ou privé, tout le monde fait un service public. C'est écrit dans la loi. Alors, mais quand vous proposez ça, est-ce que vous proposez en même temps au gouvernement là où il va trouver l'argent pour mettre à disposition ces fonds-là? Non, on n'a pas demandé au gouvernement de prouver là où il trouve l'argent pour financer les médias du service public. Oui, mais... Puisque tous les médias font du service public. Tous les médias, même les médias privés font du service public. Donc, si on ne pose pas la question de savoir où est-ce que le gouvernement trouve l'argent pour financer le public, on ne peut pas poser la question non plus de savoir où est-ce qu'il va trouver l'argent pour financer le public. Oui, mais l'État quand même a essayé de financer déjà la presse, ça n'a rien donné, puisqu'après on a été obligé d'arrêter l'aide de l'État à la presse. Non, si on a arrêté l'aide de l'État à la presse privée, c'est encore les acteurs même qui ont demandé ça. Est-ce que vous comprenez? Nous avons demandé ça depuis 2015. D'accord? Parce que le président Talon est venu en 2016. Oui. Or, nous, on a déjà fait ce débat-là au deuxième état général de 2014. Donc, c'est bien avant l'arrivée du président Talon. Mais quand on demande d'arrêter ça, et qu'après on demande encore de donner de l'argent... On ne demande plus de remettre ça. Ce n'est pas l'aide de l'État qu'on veut remettre. C'est à cause de ça que la communication du conseil Aaron Okou nous a surpris. Oui, mais la subvention, c'est quoi? C'est aussi l'aide de l'État. Alors, je vais vous dire. N'est-ce pas? Quand le gouvernement a arrêté la mise à disposition des fonds, nous n'avons pas demandé que le gouvernement arrête de mettre les fonds à disposition. Nous on a demandé que les fonds soient transformés en un fonds d'appui au développement des médias. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Oui, parfait. Ouais. Parce que quand c'est comme ça va devenir une structure d'État. Absolument. À caractère tout là. Donc le ministre des Finances doit envoyer un régisseur ou un agent comptable pour... Un peu comme le fonds d'aide à la culture. Un peu comme le fonds d'aide à la culture. Et donc que l'administration du fonds aura la possibilité de faire d'autres levées de fonds à d'autres endroits pour qu'on finance la presse. Parce qu'aujourd'hui, l'État, la presse aujourd'hui, il n'y a plus de mécènes.
Avant, il y avait des mécénats. Aujourd'hui, il n'y a plus de mécénats. Et comme il n'y a plus de mécènes aujourd'hui, si on ne maîtrise pas la source de financement des médias, l'information ne sera pas juste. Ouais. Donc, les problèmes de manipulation qu'on reproche aux médias, c'est dû au fait que on ne connaît pas la source de financement des médias. Par exemple, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas diffuser dans les médias de service public parce que l'État est présent. Mais dans le privé, certaines choses sont possibles parce qu'on ne maîtrise pas les sources de financement. Donc, l'État doit prendre ses responsabilités à ce niveau. Première chose. Deuxième chose, la Constitution dit que l'État garantit le droit du public à l'information. Mais il n'y a pas que les médias du service public qui donnent l'information. Donc, autant on le fait pour le public, autant équilibrer pour appuyer aussi le privé. Alors, quand le président de la République a trouvé des solutions pour tous les autres types de fonds, la HAC doit montrer maintenant au président de la République le chemin qu'il faut pour rendre opérationnel le fonds, comme on a rendu opérationnel le fonds de développement des arts et de la culture pour les artistes, comme on a rendu opérationnel le fonds de développement des sports et loisirs. Parce que malgré tous les problèmes des fédérations de sport et autres, là, le gouvernement donne toujours l'argent aux fédérations. Plus d'1,3 milliard et quelques millions. Tous les ans, on donne les chèques. Le fonds de développement des arts et de la culture a toujours reçu les dotations. Et pourquoi c'est le fonds qui doit appuyer les médias qui souffrent? Et depuis 2018, rien n'est fait. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui que les conseils de la HAC fassent encore communication, mais il est question qu'ils montrent au président de la République les actes à prendre. Donc, dans le canevas dont je vous parle là, on doit avoir une colonne où on va montrer les actes que l'on demande à l'autorité de prendre pour atteindre l'objectif. D'accord. Alors, un autre chantier. C'est un travail technique. Alors, ça, c'est par rapport aux entreprises. Maintenant, on a parlé des conditions de création des entreprises de presse. Ces problèmes sont réglés déjà dans la loi de 2015. Et le gouvernement a déjà prévu la relecture de cette loi de 2015 là dans le PAG. Donc, à l'occasion de la relecture de cette loi là, il faut mettre ce qu'il faut pour ce qui concerne les conditions de création. Mais comme majoritairement on est du privé, les conditions de création des entreprises de presse privée, l'État crée les conditions. Et si quelqu'un veut opérer dans le secteur, il respecte les conditions. Mais on ne peut pas décréter pour dire que toutes les radios qui sont là, mettez-vous ensemble parce que vous êtes beaucoup. On veut 10 radios seulement. Les journaux là, vous êtes beaucoup. On veut seulement 5 journaux. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça dans un pays. C'est un peu comme on l'a fait dans la réforme du système partisan. Merci. Dans la réforme du système partisan, on n'a pas décrété pour dire qu'on veut seulement 2 ou 3 partis. Mais on a créé des conditions. Et c'est après qu'on a constaté que seulement ceux qui remplissent les conditions existent. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand l'État va créer les conditions, la sélection sera naturelle. Ceux qui peuvent rester sur le marché vont rester sur le marché. Ceux qui ne peuvent plus vont faire fusion dans d'autres pour faire. Et puis, on va voir clair dans le paysage. Donc, c'est des propositions comme ça que nous, on a même conseillé des choses comme ça dans le document de position que les fêtiers ont remis. Que vous avez remis là. Parce que j'ai pris pas la rédaction de ça. Je sais que j'ai le fichier PDF avec moi. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en temps normal, je vais vous dire, si nous devons être responsables, les fêtiers n'allaient pas s'asseoir au séminaire d'Abomey. Elle allait faire quoi? Les fêtiers n'allaient pas prendre part au séminaire d'Abomey. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que le président de la République a parlé en janvier. Janvier, février, mars, avril. Et c'est à leur demande que la HAC les reçoit. Donc la HAC ne voulait même pas les appeler. Et c'est à leur demande que la HAC les reçoit. La HAC les reçoit et dit qu'on leur revient. Et ne leur est plus revenu jusqu'à septembre. Et les met maintenant dans un séminaire en octobre. En temps normal, ils ne devaient pas envoyer de représentants. Oui, mais après, quand vous n'êtes pas présent, vous assumez tout ce qui aura été décidé là-bas. Donc, s'ils ne sont pas présents... Ne pas se rendre à Abomey donnera le signal que... Parce que quand on va annoncer la liste de présence à ce qu'on va arrêter en catimini, on va montrer au chef de l'État que les acteurs sont partis. Mais pourquoi vous dites en catimini? Quel est l'intérêt? En catimini, je vais vous dire pourquoi c'est en catimini. Oui, mais quel est l'intérêt qu'on a à fonctionner en catimini sur dossier pareil? Oui, ça se passe en catimini. Si ce n'est pas en catimini, ça coûte quoi la HAC Pourquoi on fait du fétichisme autour d'un rapport? Mais qu'est-ce que la gagne à faire du catimini non plus? Qu'est-ce qu'elle gagne? C'est la question que nous, on se pose. On se pose des problèmes parce que, bon, s'il vous plaît, chers confrères, quand le président de la République a voulu faire les réformes dans le secteur de la décentralisation, il s'est déplacé lui-même au palais des congrès. On a projeté les axes de réformes. L'avènement des SE, ce qu'on attend de ça, quel est l'objectif visé. On a partagé ça avec les maires. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord, mais finalement, se sont soumis parce qu'on leur a expliqué, ils ont compris. Mais pourquoi pour nous, la HAC ne veut pas expliquer? Pour dire, voilà les mesures qu'on veut prendre. On veut toucher à tel aspect, pour tel objectif.
et parler avec les acteurs. Mais la HAC fait tout comme si on n'a pas droit de savoir ce que la HAC veut arrêter. Alors que le chef de l'État dit, consultez sérieusement les acteurs. Les acteurs, c'est les associations dans lesquelles se trouvent ceux qui exercent dans les entreprises, c'est les patrons. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Et on est les mieux indiqués pour les éclairer. La belle preuve, si nous avions entendu, pour qu'on les éclaire, il y a certaines choses qui ne vont plus figurer dans des communications que moi j'ai vues là. Parce que vraiment, c'est comme si c'est du rétro-pédalage. Donc, ce n'est pas bien. Alors, quand vous prenez au niveau des entreprises de presse, les entreprises de presse, d'accord. Quand vous prenez, nous avons dit en 2014, et ça a été remis dans la loi 2015, que l'État prend en charge à 100% les médias du service public, c'est-à-dire l'ORTB. Quand on dit ORTB, c'est beaucoup de médias. Ce n'est pas seulement la radio et la télé. Atlantique FM, BB24, Radio Paracou, les radios rurales. Il y a beaucoup de... Tout ça, c'est service public. Donc, la Constitution dit que l'État assure le droit de publier l'information. Donc, les médias du service public, là, l'État prend en charge. Quand l'État prend en charge les médias du service public, ça permet que le public ne soit plus aux aguets sur le marché publicitaire pour s'arroger la plus grande part du marché publicitaire au détriment des privés. Ce qui est le cas aujourd'hui. Ce qui est le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de loi sur tout ça. Oui. Alors, quand le chef de l'État a parlé le 12, le 16 janvier, on m'a reçu sur une télévision, j'ai déjà dit que la première des choses à faire, c'est faire adopter la loi sur la publicité. Parce qu'aujourd'hui, la publicité n'est pas réglementée. Oui, mais la HAC a déjà est en train de mettre sur pied un bureau de vérification de la publicité. Non, ça veut dire qu'on tient compte quand même de... On ne peut pas mettre en place le bureau de vérification de la publicité si on n'a pas encore la loi sur la publicité. Pourquoi? Non, c'est la loi qui va indiquer comment tout ça là va se passer. Mais en attendant, est-ce qu'on peut quand même mettre un bureau de vérification? On ne peut pas opérationnaliser si la loi n'existe pas. Donc, il faut dire maintenant qu'il faut sortir le projet de loi parce qu'il y avait un avant-projet de loi sur la publicité. Après, il est dit maintenant que ça se trouve au ministère du numérique. Mais écrit pour dire que le chef d'État va instruire la ministre du numérique au fin de mettre en place, ça doit faire le circuit que ça doit faire passer au niveau de la commission de codification de la législation et tout ça, faire le circuit pour que ça atterrisse à l'Assemblée nationale. Et tout ça, ça demande du temps. Mais même si l'Assemblée nationale n'est pas en session, le gouvernement peut demander une session extraordinaire pour étudier ça. On est d'accord. Mais il faut le faire. Donc, quand on pose les problèmes que nous posons aujourd'hui, c'est que ce qui s'est passé là, et on a dit validation là, il ne faut pas qu'on colle quelque chose à ça avec la liste de présence pour montrer que les acteurs sont partie prenante de ce qu'on a remis au chef de l'État. D'accord, on ne le fera pas, rassurez-vous. Donc, il faut déjà dire que rien n'est validé et qu'en 10 mois, la HAC a préparé juste des communications sur des réflexions et non sur des solutions. Or, nous avons déjà proposé des solutions. Vous l'avez suffisamment dit. Les acteurs veulent des solutions. Maintenant, on va quitter les entreprises de presse pour aller vers les professionnels. Dans la vie des professionnels, on n'a pas beaucoup de temps, c'est bizarre, le temps est très vite passé, mais dans la vie des professionnels, qu'est-ce qu'on doit proposer au président de la République pour améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels des médias? Moi, je vais vous dire d'emblée que la première des choses qu'il faut faire sur ce chantier, c'est de valoriser la carte de presse. Et ça m'a surpris qu'on n'en ait pas fait une priorité dans ce qu'on a appelé la séminaire d'évaluation. C'est de valoriser la carte de presse. Mais si elle existe, ça veut dire que la carte de presse existe. Je vais vous dire pourquoi la valorisation de la carte de presse règle déjà ce problème. Allez-y. Parce que la loi 2015 a déjà défini le statut du journaliste, a déjà dit qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et comment on devient journaliste, la loi a déjà dit tout ça. D'accord. Et à la fin, la loi dit que la qualité de journaliste est constatée et attestée par la détention de la carte de presse. D'accord. Après, la décision de la HAC portant la réglementation de la carte de presse a précisé maintenant que celui qui est détenteur de la carte de presse, là, il a droit à certains avantages et ça relève du... Il y a une bonne partie qui relève déjà du social. Ça veut dire que si cette décision était respectée depuis, on aurait réglé un certain nombre de problèmes. Mais pourquoi elle n'est pas respectée? Elle n'est pas respectée parce que, bon, la HAC n'a pas bougé. Parce que c'est sa décision. Donc, l'institution a les moyens de faire exécuter sa décision. Mais l'institution a déjà commencé par délivrer les cartes de presse. Après tout l'activisme qu'on a vu autour de ce dossier, finalement, les gens ont leur carte de presse. Donc, ils doivent pouvoir bénéficier des avantages. Oui, malheureusement, les cartes sont sorties, mais il n'y a rien. Je vous rappelle que récemment, on a été obligé de faire une sortie pour attirer encore l'attention sur le fait qu'il faut rendre applicables les mesures liées aux avantages de la carte de presse, par exemple. Parce que la carte de presse donne le droit d'accès aux sources. La carte de presse donne accès aux soins de santé pour le détenteur. La carte de presse
facilite à son détenteur l'obtention du passeport de service. Oui. Quand on dit passeport de service, après 15 ans de pratique professionnelle, ce n'est pas pour un plaisir, c'est pour lui faciliter l'obtention de visa. Oui. Parce qu'il n'est pas normal qu'un journaliste veuille voyager dans certains pays pour un travail le concernant et qu'il ait des tracasseries pour obtenir le visa. C'est à cause de ça que la décision a prévu qu'il faut qu'on lui donne le passeport de service pour lui faciliter l'obtention de visa dans le cadre de l'exercice de son métier. Mais comment, donc, lorsque oui. vous mettez votre carte de presse dans un dossier, dans une ambassade, dans un consulat pour l'obtention de visa, ça doit aller vite. Et pour que ça aille vite, on a dit qu'il faut le passeport de service. Mais en quoi la HAC bloque rien ça? de tout ça. En quoi la HAC bloque ça? Mais la HAC n'a rien fait dans ça parce que Oui. c'est l'administration de la HAC, c'est leur décision, c'est la décision de l'institution. Oui. Mais si la Qu'est-ce HAC qu'elle doit faire? Elle si doit la HAC prendre rend son- une Oui. dites-moi, Oui. quand la HAC a rendu une décision de mesure conservatoire et a fermé Golf, Oui. la HAC s'est donné les moyens de couper le signal de Golf. Oui. Mais pourquoi, pour la carte de presse, elle ne se donne pas les moyens d'activer les avantages liés à la détention de la carte de presse? Donc, l'institution rend des décisions et choisit lesquelles seront appliquées et lesquelles ne seront jamais appliquées. Non, ce n'est pas normal. Est-ce que vous n'êtes pas trop pressé? On n'est pas pressé parce que ça fait 10 ans déjà. La décision date de 2013. En 2023, ça fait 10 ans. Donc, on n'est pas pressé. On ne peut pas dire qu'on est pressé. Une décision qui a fait 10 ans qu'on n'a pas appliquée. Le décret portant conditions de jouissance aussi, des avantages de la carte de presse, c'est ça le décret. Ça date aussi de 2013. Ça fait 10 ans déjà. Voici le décret. Voilà les signatures. Président de la République, Dr Yahibouni, et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, François Ressou, Komi Koutié, ministre de la Communication, voilà, avec le ministre de la Défense, Denis Alirima, avec D'accord. ampliation à toutes les structures de la République, les ministères, les directeurs départementaux de la police, tout. Mais rien de tout ça n'est appliqué. Voilà ce qui se passe. Et donc, on laisse tout ça et on va faire des communications. D'accord. Moi, je trouve qu'il y a un problème. L'affaire de communication vous a vraiment fait mal, hein? Oui, Apparemment. parce que quand on a dit validation, on s'attendait à ce qu'on dise maintenant. Voici les grands axes de la réforme. D'accord. Vous avez vu, par exemple, quand on a projeté les trucs pour ce qui concerne le secteur de la décentralisation par des congrès, on a projeté, on a vu les axes de la réforme, l'avènement d'ASE, comment on va répartir les trucs, combien on veut payer, combien l'État veut mettre dedans et tout ça. Mais dans ce cas ici, là, on ne sait même pas encore comment on veut opérationnaliser le FADEM. D'accord. Or, c'est le FADEM qui va permettre de déclencher les autres D'accord. projets. Alors est-ce qui existent. que entre les fêtières et la HAC, le dialogue est totalement coupé? Ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez toujours repartir Non, vers le la HAC dialogue n'est pas coupé, mais pour c'est faire vos l'institution. propositions. Le dialogue n'est pas coupé. Oui. Puisque j'ai dit que les représentants qui sont allés à Abomey là, ce n'est pas à Abomey qui devait se rendre. Oui. Ils devaient être dans la commission temporaire depuis janvier et travailler avec les conseillers. Ce qui n'a pas été le cas. Et c'est ça qui a fait que les insuffisances que je relève là sont là parce que la HAC même reconnaît maintenant que c'est seulement un tiers des gens qui ont répondu au questionnaire. D'accord. Qu'est-ce qu'on veut dire de sérieux sur la base d'un tiers? Quelle est la solution que vous préconisez maintenant? Non, la solution, ce que nous nous proposons maintenant, c'est de constater que Oui. rien n'a été fait. D'accord. Et qu'on vient de gaspiller 10 mois. OK. Et que la HAC change de posture, change de paradigme. Et il faut que la HAC cesse d'être trop jalouse de son pouvoir aussi. Parce qu'elle régule un secteur qui est un secteur en mutation. Et elle régule aussi un secteur qui est un secteur qui relève du domaine des libertés. Donc, son pouvoir de régulateur, il faut savoir manœuvrer ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut que la HAC change de posture face au dossier, Oui. accepte de collaborer franchement pour qu'on leur dise ce que nous aussi on voit, ce que nous vivons. Vous êtes identifié, vous êtes mieux placé pour dire les problèmes de vos collaborateurs que quelqu'un qui appelle d'une institution. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai Donc, reçu la fiche de donc- renseignement. Donc, il faut en tenir compte parce que le document de position qui a été déposé par exemple en avril, Oui. nous n'avons rien vu là qui nous donne la preuve qu'on en a tenu compte. Mais est-ce que vous avez de l'espoir quand même? Non, j'ai de l'espoir parce que je me dis que avec nos cris de cœur et nos cris de détresse, Vos cris sont entendus? et nos alertes, Oui. et les choses vont se Vous corriger. avez le sentiment que vous êtes écouté? Oui. On nous écoute. On ne veut pas nous écouter dans le formel, c'est pourquoi on choisit d'autres voix pour nous faire entendre. Ah, donc il y a d'autres voix. Il y a d'autres voix pour se faire entendre parce que c'est nous qui dirigeons les médias. D'accord. Donc, si les autres ont problème, ils viennent dans les médias pour poser leurs problèmes. Donc, Oui. les médias aussi, quand les médias ont des problèmes, les acteurs des médias aussi posent leurs problèmes à travers leurs canaux, et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous avons fait avec la carte de presse. Les cartes de presse sont sorties. Mais beaucoup de gens pensent que c'est parce que vous avez envie d'aller à la HAC prochainement, dans les 6 prochains mois, que vous êtes très actif et que vous Non. criez partout. C'est dans 6 mois les élections à la HAC. Non, vous avez pas- des ambitions? Non, pas du tout. Ambition?
Donc, vous pensez que c'est parce Vous allez remplacer les conseillers de la HAC? C'est seulement quand on a des ambitions qu'il faut dire la vérité? Non, personne ne le dit, mais bon, les élections sont dans 6 mois. Par exemple, je vais vous dire, non, ce n'est pas une affaire de 6 mois. Oui. Parce que nous, on a mis en place le comité de facilitation de la carte de presse en mai 2022. Oui. Il n'y avait pas élection là. Non, mais on fait toujours pour le futur, hein. On ne fait rien pour l'immédiat. Vous savez mieux que moi, monsieur Michel Aoulon. Donc, là encore, je vais vous donner la précision que ce que nous avons fait, le travail que nous avons fait, nous avons ciblé toutes les catégories de médias. Moi, je suis de la presse écrite. Oui. Mais le comité de facilitation a géré les dossiers de tout le monde. Oui, audiovisuel, technicien, tout. Service public, secteur privé. Par conséquent, ce que nous on fait, on ne cible pas. Parce que pour nous, tous les acteurs des médias ont les mêmes droits. Mais vous ne perdez rien à ratisser large non plus. Alors? Vous ne perdez rien à ratisser large non plus. Alors? Oui. Vous avez demandé si c'est à cause des ambitions. Est-ce que quand on a des ambitions d'aller dans une institution, c'est à cause de ça que ce que les gens disent, qu'on a en train d'attaquer l'institution, on n'attaque pas. Mais on dit la vérité. Et il suffit que la HAC nous écoute. Donc, ce n'est même pas un problème d'ambition. D'accord. C'est vrai qu'il y aura élection. Oui. Mais quand il y aura élection... Vous serez candidat? Pourquoi? Non, je vous demande. je vous demande si vous serez candidat, c'est tout. Non, je pense que le moment viendra où on verra ceux qui sont candidats. Donc, ce n'est pas à moi de dire ici qui sont ceux qui sont candidats. Mais ce n'est pas exclu non plus. Non. Ceux qui veulent être candidats... je parle de vous. Les critères d'éligibilité sont fixés par la loi. D'accord. Si quelqu'un trouve qu'il remplit les conditions et qu'il veut solliciter le suffrage de ses pairs, il va se mettre dedans. Vous remplissez les conditions. Mais je pense qu'on n'est pas encore au moment de parler de ça. Le moment viendra où on va parler de ça. D'accord. Michel Aoulon, franchement, je n'ai pas vu le temps passer. C'est très passionnant quand on parle de notre profession. Je souhaite qu'on ait le temps. Je voudrais, si vous permettez, très rapidement. Qu'on survole rapidement. Et en même temps, vous allez faire votre conclusion. Parce que tout à l'heure, par exemple, vous avez parlé de... vous prenez par exemple les dernières décisions de la HAC portant délivrance de la carte de presse. On va aller vite. Ou par exemple, la HAC rend la décision et écrit en bas de la décision que les cartes de presse seront délivrées aux professionnels des médias après vérification de leur situation d'employé ou d'employeur. Oui. C'est ça la décision. Oui. C'est quelque chose de très grave. Vous voulez parler des attestations de travail? Qu'il ne faut jamais écrire dans une décision de l'institution. Oui. Parce que le journalisme est par essence une profession libérale. Oui. Mais en écrivant ça, la HAC est en train de dire que c'est quand vous êtes employé que vous êtes journaliste. Ce qui est faux et qui viole même les principes internationaux. La qualité de journaliste n'a rien à voir avec son appartenance à un organe de presse. Le journaliste peut travailler dans un organe de presse comme il peut travailler pour son propre compte. Ouais, par conséquent, la HAC a simplement demandé à ceux qui sont dans les organes de presse d'amener l'attestation de travail. Et pour ceux qui opèrent en freelance ou ceux qui n'ont pas d'organe de presse, d'apporter la preuve qu'ils sont encore en activité. Soit leur dernière production, soit leur fiche de pige. Oui. Mais exiger attestation de travail, c'est une pièce qu'on donne à quelqu'un qui est employé. Or, on n'a pas besoin d'être employé avant d'être journaliste. D'accord. Donc, si la HAC nous écoute, des choses comme ça, on n'allait plus écrire ça dans les décisions. Première chose. Deuxième chose, vous prenez la décision, la dernière décision du président de la HAC, ça là je précise, c'est le président de la HAC qui a pris une mesure conservatoire contre le groupe de presse La Galette du Golfe. Et quand vous prenez cette décision, la décision n'a pas précisé, le président a fait usage des prérogatives de l'article 56 de la loi organique pour prendre des mesures conservatoires. On ne lui reproche pas ça. Mais la décision n'a pas montré la faute qui est commise par l'organe. Mais on a dit clairement qu'il y a eu une décision qui refusait qu'on parle des coups d'État. C'est l'apologie des coups d'État. Ce n'est pas le fait qu'on ait sanctionné l'organe, c'est pas ça que nous remettons en cause. Mais si on ne précise pas, on a dit ça, mais quelle est l'émission qui est incriminée? Mais on parle d'apologie de coups d'État. Oui. D'accord? Oui. Mais l'émission, où est l'émission? Il faut indiquer l'émission. Parce qu'on a d'autres décisions de mesures conservatoires de la même HAC, où on a montré l'émission incriminée, on a même suspendu l'émission pendant 1 mois. Pourquoi pour le cas de Golfe, on n'a pas suspendu l'émission incriminée? Pourquoi on n'a pas montré le média incriminé? Et on pouvait aussi aller à l'échelle des sanctions. Supprimer l'émission pour un temps, ou supprimer seulement la chaîne. Mais au-delà de la chaîne de télévision, on a suspendu encore la radio, on a suspendu encore le journal, et on a fermé tout l'organe. Ça pose un problème. Parce que pourquoi? Parce que prochainement, on pourra prendre des mesures conservatoires contre d'autres organes sans montrer sans toucher la faute qui est commise. C'est-à-dire, on peut énumérer l'infraction, mais on ne peut pas toucher le fait.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Absolument. Ça Et pose les un problème. téléspectateurs aussi, vous comprenez. Pour finir, Oui, Michel après Aoulon. avoir fait tout ça, Bien sûr. après avoir fait tout ça, Oui. la RAC confisque maintenant les cartes de presse de tous les journalistes de ce média, du groupe de la Gazette du Golfe. Est-ce que parce qu'on a fermé Gazette du Golfe, est-ce à dire qu'on interdit d'exercice du métier les journalistes qui officiaient à Golfe? Ça pose un problème parce que pour interdire d'exercice de métier un journaliste, c'est une autre procédure. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Michel Et Aoulon. la décision de 2013 de la RAC précise les conditions de retrait de la carte de presse. D'accord. Mais la RAC a confisqué les cartes de presse, ce qui n'est pas aussi bon. Il faut qu'on libère les cartes de presse des acteurs, des journalistes Nous aurons le temps de revenir amplement sur ce sujet, sur bien d'autres. Chers amis téléspectateurs de EDN Télévision, auditeurs de Diaspora FM, franchement, moi-même, je n'ai pas vu le temps passer, tellement les sujets étaient intéressants et importants pour la vie, je dirais même la survie des professionnels des médias. J'espère que vous resterez à notre disposition pour que chaque fois, on aura besoin de vous. Je vous remercie à chacun et à tous. À dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission L'Entretien du dimanche. Une chose est sûre, nous sommes à votre service 24 heures sur 24 et vos intérêts sont nos intérêts, c'est important de le mentionner. Merci Michel Aoulon. Merci. Et à très Merci bientôt. beaucoup. Merci beaucoup. Très bon dimanche à vous.